salut à tous, c'est la fourmi du net et aujourd'hui je te présente une vidéo dans un nouveau décor, enfin un décor un peu spécial, adapté à la vidéo. Et dans cette vidéo je vais te parler de plantes un petit peu particulières. Et on commence tout de suite par la première plante, l'Utricularia. Alors l'Utricularia est une plante semi-aquatique d'eau douce qui a la particularité d'avoir transformé une partie de ses feuilles en pièges et qui ont la forme d'une petite outre, d'où son nom, Utricularia. Et à l'intérieur de ces outres, le vide est fait, afin de créer une puissante aspiration lorsqu'une victime passe à proximité. Oui, parce qu'il y a plein de petits poils sensitifs qui entourent l'entrée de l'outre et qui déclenchent le mécanisme. Et donc celle-ci s'ouvre et se referme extrêmement rapidement. Bah oui, pour des plantes quand même, c'est très rapide. Ce qui ne laisse aucune issue à la proie qui sera ensuite digérée. Et 1 heure plus tard, le piège sera à nouveau fonctionnel. Alors le système de capture des Utricularia est l'un des plus intéressants parmi les plantes carnivores. Premièrement parce que c'est le plus rapide, et deuxièmement parce qu'il est extrêmement difficile à observer à l'œil nu. En fait c'est même pas possible, il faut un microscope. Ce qui en fait donc le geste le plus rapide du règne animal. Wouhou! 1 millième de seconde. C'est rapide, très rapide. Et c'est aussi la plante carnivore la plus répandue au monde. Le mimosa ou Mimosa pudica ou sensitive. Alors le mimosa est originaire des zones tropicales. C'est une plante vivace qui dans son milieu naturel peut couvrir de larges surfaces alors qu'en jardinerie on nous les vend comme ça, donc en petits pots. Et elle fait partie de la famille des fabacées, comme les petits pois. Et sa grande particularité à elle, c'est qu'elle referme ses feuilles. Donc on reste dans le geste végétal pour l'instant. Et donc au moindre choc, que ce soit le vent, la pluie, les animaux ou nous, chers humains, les feuilles se replient sur elles-mêmes. Elle a une vitesse qui est relativement rapide, pour une plante, toujours. Alors ce phénomène que je trouve fascinant s'appelle stigmonastie, ou sesmonastie. Ah, de si jolis mots. Donc en fait c'est une technique de protection contre les prédateurs herbivores. Non, un végétarien, attention, ferme tes feuilles. Qui en fait en la voyant vous la trouvez tellement chétive qu'ils vont la délaisser. Bah oui, pour une plus jolie plante, qui peut pas fermer ses feuilles. Et pouf, quand le calme revient, ses feuilles s'ouvrent à nouveau. Maligne, hein. Alors comment ça fonctionne ? Alors ce phénomène il est rendu possible grâce à des cellules mécanoréceptives qui sont placées le long de la tige, des pétioles et des feuilles. Et elles vont transformer la pression mécanique en un signal électrique qui vont être transmis aux cellules motrices. Il s'ensuit ensuite une cascade d'événements. Un flux de sucre vers l'apoplasme provoque une sortie d'ions, puis de l'eau depuis les cellules motrices, ce qui a pour conséquence une turgescence. Et ceci permet le fléchissement des pétioles et le repliement des feuilles. Alors la réponse peut rester localisée ou se propager à l'ensemble de la plante. D'autres plantes comme l'oxalis, la dieudonnée utilisent cette même technique. Et oui, contrairement à ce qu'on peut croire, le mouvement dans le règne végétal n'est pas si rare, car de nombreuses plantes ont la capacité de déplacer leurs organes, fleurs, feuilles, tiges, et cela s'appelle le tropisme. Et je suis convaincue que tu connais au moins une plante qui a cette capacité. Mais oui, les tournesols, qui suivent le soleil. De plus, le mimosa est une plante nyctinazie. C'est quoi nyctinazie? Alors c'est une plante qui réagit à la variation de lumière entre le jour et la nuit. Bon, ce point-là il est pas extraordinaire vu qu'il y en a d'autres qui le font. Comme les petites primes verts qui ouvrent leurs fleurs à la levée du jour. Alors c'est la Ginella lipidophylla ou rose de Jéricho. Alors déjà pour mettre les choses au clair, il y a 2 plantes qui sont apparentées à la rose de Jéricho. La première, Anastatica hieroschuntica. C'est une plante à fleurs et ça c'est à retenir de la famille des crucifères, qui est originaire du Moyen-Orient. Mais la rose de Jéricho la plus couramment vendue en jardinerie c'est la Gilena lipidophylla, ou plante de la résurrection. Et elle n'a pas de fleurs mais se reproduit avec des sporanges, comme les fougères. Celle-ci est originaire du désert de Chihuahua, entre le Mexique et l'Amérique. Il y aura bientôt un mur là. Et alors sa particularité est qu'elle peut survivre de nombreuses années de sécheresse sous la forme d'une boule à l'aspect desséché ou déshydraté. D'ailleurs si on s'y connaît pas on pourrait croire qu'elle est morte. Regardez, on dirait qu'elle est morte. Elle aussi, elle doit pas avoir beaucoup de prédateurs. D'ailleurs, elle devrait s'appeler la plante de la déshydratation, vu que c'est ça sa technique, hein. Elle se déshydrate, mais genre au maximum, qu'elle garde que 3% de sa masse. Et ensuite, elle rentre dans une phase de dormance, où ses fonctions sont réduites au minimum. Et si la période de sécheresse persiste, ses racines peuvent se dessécher, et avec un peu de chance, le vent la pousse dans un endroit plus propice à son développement. Dans un sol plus humide en fait. Oui, parce que quand elle rentre en contact avec de l'eau, ça donne ça. Non, mince, ça c'était la mauvaise photo. C'est ça. Et oui, elle reverdit en quelques heures seulement. Ah, mais elle est jolie là quand même. Elle prend de la couleur. Et je tiens à préciser que même si la plante est morte, le système de réhydratation est toujours fonctionnel. Alors de nombreuses légendes lui attribuent des propriétés mystiques. Oui, parce que ses capacités de renaissance font quand même penser à la résurrection du Christ.
D'ailleurs, certains disent que la plante a été créée à partir des gouttes du sang du Christ. Ou encore que Dieu, ayant vu Marie toucher cette plante, la rendit immortelle. Une légende dit qu'elle fleurit la veille de Noël pour flétrir le lendemain. Mais du coup, il s'agit de Anastatica, vu qu'elle fleurit. Et en Europe, la rose de Jéricho est considérée comme un talisman qui protège la maison contre la foudre. Et autrefois, elle était transmise de génération en génération. Bah au moins c'est un cadeau qui dure dans le temps. La Welwitschia mirabilis. Carous pour les intimes. D'ailleurs, on va l'appeler Carous, ce sera plus simple. C'est une plante endémique des déserts africains, en particulier en Angola et en Namibie. Elle a été découverte en 1860 par le docteur Friedrich Welwitsch, qui lui donna son nom. Carous est la seule représentante de sa famille et de son espèce. Du reste, elle est considérée comme une espèce pachychronique. C'est un organisme végétal ou animal qui présente de fortes ressemblances avec une espèce éteinte, connue à l'état de fossile. Elle pousse à partir d'un tronc épais et court qui se compose de 2 grandes feuilles qui poussent dans le sens opposé l'une de l'autre. Et cela indéfiniment, ce qui fait qu'elle peut atteindre 2 voire 4 mètres de longueur. De plus, des études ont démontré que l'absorption de l'eau se fait à partir des feuilles, et non pas des racines, comme la majorité des plantes. Bon, hormis l'aspect préhistorique et sa capacité à absorber l'eau, tu te demandes pourquoi je parle de Kairos. Eh ben, sa longévité, c'est ça son petit secret. Si bien que l'estimation de son âge devient un peu compliquée. Mais des botanistes ont observé des spécimens qui ont entre 1000 et 2000 ans. Sachant que les séquoias peuvent atteindre 3000 ans, c'est pas mal. Les plantes à codex. Bon, je crois que je vais commencer par te montrer des photos, hein, ça va être plus simple. Voilà, comme tu peux le voir, ces plantes sont caractérisées par un organe renflé qui leur permet de conserver de l'eau, ce qui leur permet de faire face à la sécheresse. De par leur forme insolite de toute beauté, elles suscitent de plus en plus d'intérêt. Chez les plantes à codex, on peut distinguer 2 formes principales. Les codiformes, à l'aspect plus rond voire aplati, ou les pachycoles qui ont un tronc ou une tige plus épaisse et allongée, comme par exemple les baobabs. Ou le Pachyera aquatica. À l'état sauvage, seules les feuilles et les tiges sont visibles, car le codex est souterrain. Et oui, ça, c'est purement esthétique. À l'abri sous terre, il contribue à la nutrition de la plante et à son bien-être. Cette plante capricieuse entre en végétation quand les conditions lui sont agréables. Sinon, elle hiberne. Oui, parce que les codex ont une période de dormance où leur activité est ralentie. Elles perdent leurs feuilles et arrêtent de pousser. Et cela durant... en fait, autant de temps qu'elle le veut, vu qu'elle a un stock de nourriture, elle n'est pas pressée. Donc la plante entre en phase de végétation à différents moments de l'année, où elle s'arrête de pousser. Bon, elle fait ce qu'elle veut. Et pour info, la sève des codex est toxique, car elle contient du latex. Donc voilà, comme le titre l'avait dit, 5 plantes extraordinaires ou un peu particulières, que je trouve intéressantes et que je voulais vous faire partager. Mais c'est pas fini, et oui, j'ai une petite surprise, enfin une dernière plante que je voudrais vous montrer. C'est l'Eucalyptus deglupta. Pas très glamour comme nom. En français, Eucalyptus arc-en-ciel. Et oui, comme son nom l'indique, tadam! Franchement, ces couleurs, elles sont juste magnifiques. Donc il est originaire de l'île Mindanao, qui est située dans les Philippines. Et donc celui-ci perd son écorce lisse en lambeaux, laisse apparaître de merveilleuses couleurs. Et plus il vieillit, plus il est coloré. Vert, bleu et violet, orange et brun. Et cet arbre peut mesurer jusqu'à 75 mètres de hauteur. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si seulement il y avait un moyen de savoir si ça vous a plu. Ciao les fourmis!